Eh bien, bonjour à tous. Je suis Philippe, consultant formateur au service formation de SMC France, également appelé Sensei. Je suis accompagné aujourd'hui d'Eric pour la partie questions sur le chat. Bonjour Eric. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce webinaire approfondissement des notions fondamentales de l'énergie pneumatique. Ce webinaire fait suite au e-learning FRP 220, notions fondamentales de l'énergie pneumatique. Et félicitations à ceux qui ont suivi ce module et nous encourageons ceux qui ne l'ont pas encore fait eh bien, à le faire. Cet e-learning, c'est le premier d'une série de 12 que nous allons vous proposer à raison d'un par semaine. Chaque e-learning est ensuite suivi, comme aujourd'hui, d'un webinaire live dénommé « Pour aller plus loin ». Cet e-learning et ce webinaire sont une alternative à la formation présentielle, avec en plus à l'avantage de ce mode de formation, beaucoup de manipulation et de câblage sur platine. Voilà, ce webinaire durera normalement moins d'une heure. Pendant ce temps, vos micros seront coupés, mais nous comptons sur vous pour répondre au sondage entre les contenus. Veillez pour cela à utiliser le pictogramme double écran que je vous montre ici, de façon à ne pas être en plein écran sur vos PC au moment de répondre. On compte aussi sur vous pour poser des questions en cliquant sur la flèche orange ici, en haut à droite de votre écran, pour faire apparaître le champ correspondant. Eric en donnera le détail au fil de l'eau, plusieurs fois pendant la présentation. Voilà, nous vous souhaitons un webinaire agréable et instructif. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Grâce à ce webinaire d'approfondissement des notions fondamentales de l'énergie pneumatique, vous connaîtrez mieux deux caractéristiques importantes de l'air, la relation pression-effort, la relation débit-vitesse et les facteurs et capacités de débit et la notion de perte de charge. Démarrons cet approfondissement par la découverte de l'air comprimé en abordant successivement l'air et l'atmosphère, puis l'air et la pression d'air. Nous allons commencer par l'air et l'atmosphère et un premier questionnaire préalable pour lequel vous ne devez pas, je vous rappelle, être en plein écran sur vos PC pour pouvoir répondre. Voici les questions que je vous propose. Vous allez avoir un écran qui va s'afficher pour pouvoir répondre à la question « Plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique augmente ou la pression atmosphérique diminue ?» Vous allez avoir à peu près une trentaine de secondes pour répondre. Il en reste à peu près 5. Voilà, j'espère que vous avez pu choisir. Nous allons fermer et partager vos réponses. Eh bien, écoutez, vous avez majoritairement, très majoritairement bien répondu, puisqu'effectivement, plus l'altitude augmente, plus la pression diminue. Je vous propose tout de suite la seconde question, à laquelle il va falloir répondre. Dans l'espace, si la pression absolue est nulle, où se trouve sur Terre la pression absolue de 0,1 mégapascal? Est-elle au sommet de l'Everest, au niveau de la mer ou au sommet de la Tour Eiffel? Voilà, je vois les réponses arriver. Je ne vois pas ce que vous avez répondu, mais je vois les réponses arriver. Nous allons les partager maintenant. Merci d'avoir répondu. Eh bien, écoutez, là encore, même si un tiers a répondu au sommet de l'Everest, les 2 tiers ont effectivement bien répondu au niveau de la mer. C'est à cette altitude, donc à 0, que l'on a la pression absolue de 0,1 mégapascal. Merci pour cela. Nous allons continuer
en abordant justement ces notions théoriques. Voilà. Tout d'abord, effectivement, il est vrai que l'air et l'atmosphère sont intimement liés, puisque l'atmosphère est composée d'air, dont nous voyons sur ce graphique la répartition des différentes couches autour du globe terrestre. Ces couches d'air sont réparties en fonction de leur température. Elles sont plus froides et donc de masse plus importante au niveau des pôles, et plus chaudes, donc de masse inférieure au voisinage de l'équateur. On parle bien de masse d'air synonyme de quantité de matière en kilogrammes, et non de poids, car le poids correspond à une force F liée à la gravité et mise en évidence par la relation ici, F égale M multiplié par G, avec F en newton, M en kilogrammes, et la gravité arrondie ici à 10 mètres par seconde au carré. Le poids exerce alors une pression sur tous les objets sur Terre, c'est la pression atmosphérique. Expliquons cette différence entre masse et poids dans la prochaine diapositive. Pour comprendre la différence entre masse et poids, il faut considérer la masse comme une quantité invariable par objet, mais le poids comme la force d'attraction de la planète sur laquelle l'objet se trouve. Ainsi, une même masse n'a pas le même poids sur la Terre ou sur la Lune, car la force d'attraction de la Terre est de 10 mètres par seconde au carré, comme on vient de le voir, alors que celle de la Lune n'est que de 1,6 mètres par seconde au carré, ici. Conclusion, un objet d'une même masse n'a pas le même poids selon l'attraction qu'il subit. Voyons maintenant ce graphe illustrant la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. Nous pouvons, grâce à lui, constater à quel point la pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente. En effet, l'altitude entraîne une diminution de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique tend vers zéro à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, car la gravité diminue avec la distance du centre de la Terre. Conséquence, à ces altitudes, les objets de toute masse n'ont plus de poids. Par ailleurs, la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1013 millibars, nous le voyons ici, dans l'unité des météorologues, soit environ 0,1 mégapascal, ou encore plus simplement 1 bar. Enfin, l'atmosphère et la pression atmosphérique disparaissent dans l'espace. Voyons tout de suite un petit récapitulatif des notions importantes que nous venons de voir. La pression atmosphérique absolue au niveau de la mer est de 0,1 mégapascal environ, alors que la pression absolue dans l'espace vaut 0 mégapascal environ. Voilà le premier moment pour vous de nous poser vos questions et à Eric de nous rapporter les questions qui ont déjà été posées peut-être. Oui, tout à fait. Oui. Une première question qui concerne la pression absolue ou relative. Qu'est-ce qu'on utilise en fait dans les composants pneumatiques? Plutôt l'un, plutôt l'autre? La pression la plus communément utilisée est bien la pression relative. Hein. On a à part les météorologues et puis les gens qui utilisent le vide, les vidistes on les appelle, utilisent la pression absolue. Mais pour nous, pneumaticiens, il s'agit bien d'utiliser la pression relative. D'accord. Et puis une autre question, une question d'unité entre donc on a entendu parler de mégapascal, de bar. Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Qu'est-ce qui est le plus commode ou le plus commun? Alors, le mégapascal est l'unité internationale. Elle fait donc foi. Par contre, c'est une unité qui, quand on exprime les pressions habituelles en pneumatique, met une valeur décimale. Et alors que l'unité usuelle en pneumatique est le bar, avec un coefficient 10, on supprime cette décimale. Et on a donc bien une unité finalement plus commode à utiliser quand on utilise le bar que quand on utilise le mégapascal. D'accord. D'accord?
C'est tout pour le moment. Ok, eh bien écoutez, on continue et on poursuit notre découverte en abordant la seconde relation de l'air, à savoir celle entre air et pression d'air. Nous mesurons la pression d'air avec deux échelles de pression, la pression absolue et la pression relative. On va commencer ici par détailler la pression absolue. La pression absolue a comme référence le vide absolu, 0 mégapascal, soit une absence totale, même si ça reste assez théorique, de molécules d'air. Les valeurs de pression dans cette échelle sont toujours positives. Les valeurs de pression positives entre le vide absolu et la pression atmosphérique définissent les valeurs de vide. Elles sont ici en plus clair. Et enfin, la pression absolue de la pression atmosphérique vaut ici 0,1 mégapascal. La seconde échelle s'appelle donc la pression relative. Elle a comme référence la pression atmosphérique. Ainsi, dans ce cas, la pression atmosphérique vaut 0 mégapascal et les valeurs de pression du vide sont négatives jusqu'à la valeur du vide absolu que l'on ne peut pas franchir. La pression relative est celle communément utilisée en pneumatique. On l'a dit tout à l'heure par rapport à la question que Eric redonnait. On l'appelle aussi parfois pression manométrique. Donc c'est une expression que l'on peut entendre parfois. Voilà, quand on superpose ces deux échelles de pression, eh bien on peut s'apercevoir du décalage de référence amenant un écart de valeur de 0,1 mégapascal entre pression absolue et pression relative, et puis aussi des valeurs de pression toujours positives en pression absolue, alors que celles du vide en pression relative sont négatives. Allez, un nouveau petit moment pour nous permettre de vous poser une petite question. Je vous la propose ici. Que vaut donc la pression atmosphérique en pression relative? On vous laisse trois possibilités. 0 mégapascal, 0,1 mégapascal ou 1 mégapascal. Allez, encore quelques secondes et on va voir quelle était la réponse qu'il fallait donner. Allez, je referme. Je vous remercie d'avoir participé. On va voir ce que donnent vos résultats. La bonne réponse était la première, 0 mégapascal, et vous n'êtes pas si nombreux à l'avoir noté. Vous aurez la possibilité, si vous voulez confirmer ces contenus théoriques, de revoir ce webinaire, si vous le souhaitez, un petit peu plus tard, puisqu'il sera enregistré et disponible sur notre site Internet. Voilà, merci néanmoins d'avoir participé. Nous continuons à dérouler cette présentation avec de nouveau, si vous le voulez, un moment pour répondre à vos questions. Eric? Alors, il y a une autre, oui, une question par rapport à la conversion d'unités, parce qu'effectivement, on a parlé des bars, des mégapascales. Est-ce qu'il y a un outil simple? Comment convertir facilement les unités? Oh, le plus simple est probablement d'user des outils qui existent sur Internet, sur les smartphones. Vous avez, avec un moteur de recherche, la possibilité d'aller télécharger un convertisseur. Le plus simple étant ceux que l'on trouve sur les smartphones, de façon à rentrer une unité de pression et à la convertir en une autre de façon assez simple. D'accord. Pas d'autres questions pour l'instant. Pas d'autres questions? Très bien, alors Non. on continue. Merci. Voyons maintenant la relation entre la pression et l'effort. Selon le principe évoqué précédemment, l'atmosphère exerce une force par le poids de l'air tel que F égale M multiplié par G. Une autre force de l'air est celle provoquée par sa compression, qui exerce alors une pression
symbolisée ici par le schéma de droite. Je vous le montre, j'essaye, hop, voilà, ici. Cette force est utilisée concrètement dans un vérin, par exemple, pour déplacer des pièces. C'est Blaise Pascal, mathématicien et physicien du XVIIe siècle, qui a formalisé cette notion de force proportionnelle à la fois à la pression de l'air et à la surface S sur laquelle elle s'exerce par la formule qui est ici, F égale P multiplié par S. Si F égale P multiplié par S, on a F la force en newton, P la pression en mégapascal et S la surface en millimètres carrés. Si F égale P multiplié par S, alors on en déduit assez facilement que P égale F divisé par S. En conséquence, cette formule montre que la pression de l'air est donc une force qui s'applique sur une surface. En unité usuelle, la pression P s'exprime, comme on l'a dit déjà un petit peu auparavant, s'exprime plutôt en bar. Mais attention, dans ce cas, il faut faire une conversion d'unité, puisque F doit être dans ce cas en décanewton, ici en jaune, et S en centimètres carrés. Donc les trois unités sont ici rappelées pour avoir des valeurs cohérentes. Appliquons maintenant le principe mis en évidence par la loi de Pascal aux actionneurs pneumatiques. C'est quand même un petit peu le fond de notre métier, donc on va le détailler. En effet, ces actionneurs transmettent un effort de réaction ou de transmission de mouvement proportionnel à leur pression de fonctionnement et à leur taille. La capacité d'effort d'un vérin est donc fonction de la surface du piston, ici représentée en bleu, sur laquelle s'applique l'air comprimé, ici représenté par les petites flèches. Ainsi, puisque F égale P multiplié par S, vous le savez maintenant, la force du vérin dépend de la valeur de la pression dans le vérin et de la surface du piston. En conclusion, en faisant varier pression et surface, il en résulte finalement une assez grande combinaison de choix de vérin pour exercer un effort donné. Cette vue en coupe montre ici un vérin à simple tige et l'air comprimé agit sur une surface différente en sortie et en rentrée de tige. La surface du piston côté tige est effectivement plus petite que la surface côté fond. En conséquence, un vérin ne développe pas la même force en sortie et en rentrée de tige à pression équivalente. On parle communément d'effet de tige pour signifier cet écart d'effort entre sortie et rentrée de tige. Et finalement, la surface étant plus importante en sortie de tige, la force générée est plus importante dans ce sens. Il faut donc privilégier la course de sortie pour faire travailler un vérin. Pour appliquer cela et pour faciliter le choix d'un vérin capable de transmettre un effort déterminé, les fabricants d'actionneurs comme SMC ont rassemblé dans un tableau les données chiffrées que vous voyez ici caractérisant la force d'un vérin en fonction des critères suivants. Le diamètre d'alésage, tout d'abord, donc celui du piston, et sa surface correspondante, ici. Le diamètre de tige, ensuite, de 4 à 25, dans cet exemple-là, pour l'effet de tige, et pour en déduire la surface réelle sur laquelle s'applique la pression en rentrée de tige. La pression d'utilisation possible, entre 0,2 et 1 mégapascal. Et enfin, tous les résultats sont des valeurs de force en newton. L'unité étant précisée ici. Nous voyons dans l'exemple que l'on prend ici d'un vérin diamètre 25 alimenté sous 0,5 mégapascal de pression d'alimentation, un effort en sortie de tige de 245 newtons, mais uniquement de 206 newtons en rentrée de tige à cause de l'effet de tige. Allez, de nouveau, une petite question que je vais vous partager comme les précédentes à travers un écran spécifique. Quelle est la bonne expression de la loi de Newton?
vous avez trois propositions, S égale P multiplié par F, P égale F multiplié par S, ou F égale P multiplié par S. Il y a évidemment une seule bonne réponse, vous vous en doutez. Allez, on va fermer et partager ce sondage. Eh bien, écoutez, bien sûr, F égale P multiplié par S. C'est la bonne réponse que vous avez choisie majoritairement. Allez, on va faire maintenant un nouveau petit récapitulatif. J'ai un petit retour que je voudrais arriver à couper. Voilà. Donc, ce récapitulatif permet de se rappeler que la pression absolue est toujours positive. La pression absolue est, comme je l'ai déjà dit précédemment, utilisée par les vidistes. Donc, toutes les valeurs de pression chez les vidistes sont positives, y compris et surtout les valeurs de vide. La pression relative a comme référence la pression atmosphérique est peut-être positive ou négative. F égale P multiplié par S avec le choix des bonnes unités, soit F en newton, P en mégapascal et S en millimètres carrés. Et enfin, la force d'un vérin à tige est supérieure en sortie. C'est donc le mouvement à privilégier pour faire travailler un vérin. Allez, assez parlé pour moi. De nouveau, à vous le moment de nous poser vos questions et à Eric d'en faire la synthèse. Qu'avons-nous comme nouvelle question, Bon. Eric? Oui, une nouvelle question concernant justement les efforts. On a vu qu'il y avait des efforts différents en sortie et entrée de tige sur les vérins. Oui. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas d'un vérin sans tige, par exemple, ou d'un vérin à tige traversante? Eh bien, les deux ont un comportement identique, puisque que ça soit un vérin à tige traversante ou un vérin sans tige, les surfaces de piston sur lesquelles s'applique la pression sont égales de part et d'autre. Autrement dit, on a bien à la fois pour un vérin sans tige et pour un vérin à tige traversante une section de piston égale de chaque côté, donc un effort égal à pression équivalente, à pression constante. D'accord. D'accord? Et puis une autre question qui concerne les valeurs données dans le tableau au niveau des efforts. Est-ce que c'est des Oui. efforts réels? Est-ce que c'est théorique? Dans quel cas on peut compter sur ces efforts ou Alors, pas? j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces valeurs sont le résultat d'un calcul. Donc, ce sont pour ça des valeurs réelles, mais ce ne sont pas malgré tout des valeurs toujours applicables. Ça dépend quand même de l'application. Il faut considérer un autre aspect qui s'appelle les coefficients de charge qui s'appliquent pour les applications où on emmène une charge. Il faut bien souvent, dans ce cas-là, surdimensionner avec un coefficient dit, un coefficient de charge, pour avoir effectivement un vérin capable, par exemple, d'emmener une charge verticale de bas en haut. Mais c'est un aspect des choses qui sera détaillé dans un prochain webinaire qui concernera exclusivement les actionneurs et sur lequel on reviendra. Parfait. Et une dernière question sur les actionneurs rotatifs. Est-ce que c'est comme pour les vérins sans tige au Oui, niveau des efforts? on a effectivement une égalité d'effort, quel que soit le sens de rotation horaire ou anti-horaire. Ça D'accord. s'applique. Voilà. C'est tout pour les questions pour OK, l'instant. très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre participation. On va passer à la notion suivante qui concerne la relation entre débit et vitesse. Et comme c'est devenu une habitude depuis le début de ce webinaire, on commence d'abord par vous poser une petite question. En l'occurrence ici, qu'est-ce qui provoque un débit d'air selon vous? On vous propose trois possibilités. Cette canalisation reliant deux équipements à la même pression, une forte pression dans un récipient étanche, ou une canalisation reliant deux récipients à pression différente.
Voilà, bah écoutez, les 30 secondes que l'on s'accorde en général pour répondre à ces questions sont maintenant passées. Je ferme et je partage vos réponses. Eh bien, écoutez, c'est parfait, puisqu'effectivement, le débit d'air est provoqué par une canalisation reliant deux récipients à pression différente. Et s'il fallait, on va quand même effectivement détailler ce point-là pour pouvoir mieux le comprendre. C'est une notion importante de l'air et on l'illustre ici par deux enceintes contenant chacune de l'air, l'une à la pression élevée PA, ici à gauche, et l'autre à une pression inférieure PB à droite. En reliant ces deux enceintes avec un tube, il se crée un débit d'air, symbolisé ici par la flèche jaune, de l'enceinte à la pression la plus élevée vers celle à la pression la plus basse. Et puis, bah, selon l'expression qui dit que la nature a horreur du vide, l'enceinte de droite est vis-à-vis de celle de gauche en déficit de pression d'air. Cette différence va pouvoir être compensée grâce au débit d'air au travers du tube reliant les deux enceintes. L'air à la pression PA va donc pouvoir aller vers l'air à la pression PB jusqu'à l'équilibre parfait des pressions telles que ici PA égale PB. À ce moment, la différence de pression disparue, le débit d'air cesse également. Ce débit d'air, qui a été engendré par le déplacement des molécules d'air de A vers B, aura été d'autant plus rapide que la différence de pression au départ et la section du tube de liaison auront été grandes. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe une relation entre débit d'air et vitesse de l'air, dont une application va vous être présentée maintenant. Comme la pression d'air, le débit d'air a aussi une influence sur le fonctionnement d'un vérin, ici représenté. En effet, en faisant varier le débit d'air alimentant un vérin, on va pouvoir faire varier sa vitesse de déplacement. Or, c'est bien utile car un vérin est conçu pour fonctionner jusqu'à une certaine vitesse maxi. Et il faut bien dire que dans beaucoup d'applications, cette vitesse maxi, elle est trop importante. Il faut pouvoir la réduire et pour limiter la durée de vie, enfin pour augmenter ou préserver la durée de vie du vérin, ou alors pour préserver le déplacement de pièces fragiles. Les composants sont donc chargés de diminuer la vitesse de déplacement de cet actionneur. On les appelle des limiteurs de débit. Vous en avez deux beaux exemples ici sur chacun des deux orifices de notre vérin. Et c'est souvent le cas puisqu'on veut pouvoir avoir une vitesse différente dans un sens et dans l'autre du mouvement du vérin. Donc, chaque limiteur de débit est chargé de faire varier la vitesse dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà, on récapitule tout de suite les notions importantes que nous venons de voir et qu'il faut garder à l'esprit. La pression appliquée sur une surface permet donc de régler la force, alors que le débit d'air permet, lui, de régler la vitesse d'un actionneur. Allez, la parole vous est de nouveau donnée. Eric, avons-nous de nouvelles questions? Eh ben, une première question par rapport au limiteur de débit. Alors, c'est peut-être pas le sujet ici, mais entre limiteur à l'admission, à l'échappement, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Bien, les implications les plus couramment rencontrées dans les usines font la part belle au régleur de débit à l'échappement. 9 fois sur 10 peut-être, c'est ce type de régleur de débit qui est utilisé. Les régleurs de débit à l'admission ont des applications assez spécifiques pour réguler des vitesses pour des charges menantes. Il y a des cas particuliers et là encore, il sera peut-être utile de voir le webinaire sur les actionnaires de façon à pouvoir détailler ces aspects-là. Très bien. Mais en résumé, 9 fois sur 10 quand même du régleur à l'échappement. Ok, merci. Alors, une autre question qui concerne le débit d'air. Est-ce qu'il y a une influence de la température de travail sur le débit d'air? Par exemple, en milieu tropical, quand l'air est très chaud. Oui, on a effectivement une influence de la température.
sur les débits d'air, preuve en est que l'on a deux unités déjà assez distinctes, même si elles sont malgré tout relativement proches. Il s'agit des débits exprimés en litres par minute ANR, ANR, R normal de référence, et les normolitres minute. La différence est bien dans ces valeurs de débit, la température de l'air. Dans un premier cas, les litres ANR sont avec de l'air à 20 degrés, quand les normolitres par minute sont avec de l'air, sont des débits avec de l'air à 0 degré. Donc on a bien une influence de la température de l'air sur les niveaux de débit. Et on privilégie les litres par minute ANR, et sans le dire, hein, c'est souvent litres par minute, mais sous-entendu litres par minute ANR, puisqu'on a en général de l'air à 20 degrés dans les installations. Donc c'est plus proche de la réalité. C'est plus proche de la réalité. D'accord. D'accord. Okay. Merci. C'est tout pour le moment. Merci encore de vos questions. On va continuer et pour aborder le chapitre suivant qui va expliquer les notions de conductance sonique et de rapport de pression critique. C'est probablement la partie la plus ardue de ce webinaire, hein, je vous le dis, mais les notions présentées ici sont essentielles. Elles vont vous permettre d'interpréter correctement les valeurs de débit que vous pourrez retrouver dans les documentations des fabricants. Donc, on espère de votre part la plus grande attention et puis, évidemment, poser les questions au fil de l'eau qui pourraient effectivement permettre de vous aider à bien comprendre. Alors, pour introduire ce sujet, on va faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va vous poser deux petites questions que je vous propose, comme les fois précédentes, à travers le panneau qui s'affiche maintenant. Qu'est-ce que, selon vous, avant qu'on aborde la théorie, qu'on vous explique, la conductance sonique grand C? Vous avez trois propositions. Est-ce que c'est la propriété d'un matériau à conduire un courant électrique? Ou est-ce que c'est plutôt la vitesse d'un actionneur par rapport à la vitesse du son? Ou alors encore le débit d'air à travers un orifice en régime sonique? Quelle est, à votre avis, la bonne réponse? Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je ferme et je partage vos réponses. Eh bien, écoutez, super. Le débit d'air, effectivement, à travers un orifice en régime sonique est bien effectivement l'origine de la conductance sonique. Et on va le détailler après avoir répondu à la question suivante, qui est ce que pourrait être le rapport de pression critique petit b, selon encore une fois trois choix possibles: la pression d'épreuve d'un composant, le rapport pression de sortie sur pression d'entrée, ou alors le rapport de la pression mini sur la pression maxi. Allez, je décompte le temps. 4, 3, 2, 1. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci d'avoir répondu. Pas de suspense. Ah, les réponses là sont plus comment dire, équilibrées ou partagées en tous les cas. Effectivement, malgré tout, la majorité des réponses a raison. Le rapport de pression critique petit b est bien le rapport entre la pression de sortie et la pression d'entrée. Et nous allons voir effectivement pourquoi maintenant il fallait répondre ces réponses-là. Donc je ferme ça, voilà. Donc découvrons maintenant les facteurs de débit et les facteurs de perte de charge. Allez, c'est parti. Pour définir ce que sont les coefficients grand C et petit b, nous allons d'abord construire en plusieurs étapes la courbe caractéristique du débit en fonction de la pression de sortie sur la pression d'entrée. Commençons d'abord par identifier le point particulier où la pression P2,
ici, est égal à la pression P1. Le rapport de deux pressions égales vaut 1. Et par conséquent, dans ce cas, le débit vaut 0. Ayant vu précédemment que pour qu'il y ait un débit d'air, il faut une différence de pression, et puisque P1, la pression d'alimentation, n'a pas vocation à varier, c'est P2 qui petit à petit va avoir une valeur inférieure à P1, et c'est le cas ici pour constituer le second point de cette courbe au croisement des deux lignes pointillées orange ici. Alors que P2, vous le voyez, continue de diminuer, nous sommes capables de trouver un nouveau point de la courbe correspondant à une nouvelle valeur de débit supérieure et proportionnelle à la précédente et proportionnelle à la différence de pression qui augmente. Alors que le manomètre visualisant la pression P2 continue de diminuer, la courbe qui passe par ce nouveau point et par les précédents montre une inflexion, car la différence de pression entre P2 et P1 n'influence plus à ce moment-là le débit. La vitesse de l'air a aussi atteint sa vitesse maximum, soit la vitesse du son. En conséquence, le débit ne peut plus augmenter, il a atteint son maximum. La représentation complète de cette courbe de débit correspond au schéma que je vous affiche ici. Le point précis où le rapport de pression P2 sur P1 est le plus faible est appelé petit b, rapport de pression critique. Ce rapport correspond donc à la valeur de débit maxi. Ce débit d'air maxi s'appelle maintenant conductance sonique facteur, grand C, et l'unité les mètres cubes par seconde Pascal. De plus, l'écoulement de l'air est dit subsonique quand l'air a une vitesse inférieure à la vitesse du son, au-dessus de petit b, dans cette zone ici, alors que la vitesse de l'air devient sonique quand l'air atteint la vitesse du son, en dessous du point B. Le débit sonique est d'ailleurs typique d'une application de soufflage, puisque dans ce cas, P2 est proche de 0, puisque le soufflage est caractéristique d'une pression que l'on souffle à l'atmosphère. Donc P2 est proche de 0, on est dans ce cas-là en débit sonique. Conclusion, grand C et petit b sont donc les deux facteurs de débit caractéristiques d'un composant pneumatique et sont régis par la norme que l'on voit ici, la norme ISO 6358. Les valeurs de C et B se retrouvent dans cet extrait de catalogue SMC. Elles permettent d'en déduire un débit Q, ici en litres par minute, dans les conditions suivantes. Il faut que P1 soit égal à 0,6 mégapascal et P2 soit égal à 0,5 mégapascal. C'est dans ces conditions que l'on pourra choisir le composant pneumatique, comme par exemple cet électrodistributeur, compatible avec un débit Q que l'on souhaiterait par exemple à 1000 litres par minute. On va voir dans la prochaine diapositive pourquoi il est important de connaître P1 et P2 pour en déduire le débit Q. On voit dans cette représentation deux courbes de débit faites avec des valeurs de C et de B égales, mais avec dans le premier cas une pression P1 de 0,6 mégapascal, une pression P2 de 0,5, donc une delta P de 0,1, alors que dans le deuxième cas, P1 vaut toujours 0,6, mais P2 vaut maintenant 0,4 mégapascal, donc la delta P est doublée par rapport au premier graphe. Donc avec P1, la pression d'alimentation constante, la delta P ne peut varier que si P2, la pression de sortie, change. Ainsi, le débit peut aller, dans le premier cas, de 1018 litres par minute avec une delta P de 0,1 mégapascal, jusqu'à 1364 litres par minute si la delta P est augmentée jusqu'à 0,2 mégapascal. En conclusion,
vous voyez qu'il faut bien fixer les valeurs de pression P1 et P2 pour en déduire un débit prévisionnel capable ensuite d'alimenter des actionneurs comme des vérins. À ce sujet, nous vous recommandons de dimensionner vos composants à l'aide d'un logiciel SMC qui s'appelle Energy Saving Program. Et dans ce cas, en limitant la delta P à 0,1 mégapascal maxi, afin de ne pas surestimer le débit prévisionnel du composant que vous allez choisir. Puisque, encore une fois, selon la valeur de la delta P, le débit correspondant fait quand même un gros écart. Donc, nous vous recommandons de limiter la delta P à 0,1 mégapascal. Dans la réalité, la capacité de débit, elle est rarement liée à un seul composant. Elle est plutôt le résultat de la composition des conductances de plusieurs composants. Ainsi, la conductance globale grand C petit b est dans ce cas-là équivalente aux conductances individuelles C1B1, C2B2 jusqu'à CNBN, des différents éléments reliés entre eux en parallèle ou en série. Le schéma présenté ici illustre cette notion. En effet, on peut dire qu'il représente le vérin d'éjection d'une ligne de conditionnement de produit. Il est inclus dans une machine qui doit avoir une cadence de 50 boîtes par minute. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la machine est arrêtée car le tube d'alimentation de ce vérin d'éjection est sectionné. La cadence de 50 boîtes par minute impose à ce que le vérin ait un débit de 500 litres par minute. Le technicien de maintenance est appelé pour remplacer le tube défectueux. Il prend ce qu'il a disponible au magasin, c'est-à-dire en fait un raccord et un tube SMC de diamètre 6 mm. Pardon. On va voir dans la diapo d'après le résultat de son intervention. En comparant les deux tableaux qui sont ici, avec pour chaque produit l'électrodistributeur, le raccord et le tube, les valeurs de C et de B de chaque composant, la conductance et le rapport de pression critique global ou moyen de tout ça, et le débit Q de 159 litres par minute. On a le cas ici du dépannage, puisqu'en fait, on voit que le tube et le raccord sont en diamètre 6. Seulement, 159 litres par minute, ça abaisse la cadence à 12 boîtes par minute. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible à long terme. Donc il faut refaire une amélioration après ce dépannage. Et l'amélioration, elle tient au remplacement du tube et du raccord, puisque tout va ensemble, pour les passer de 6 à 12 mm, et ainsi augmenter les valeurs de C dans de grandes proportions pour récupérer un débit bien supérieur à 576 litres par minute, et ainsi retrouver la cadence de 50 boîtes par minute. En conclusion, le seul composant que l'on a changé ici, le tube, a remis en cause, même temporairement, la conductance de l'ensemble du circuit et donc le débit dans le vérin et finalement la cadence de la machine entière. Faisons ici une brève allusion à un autre facteur de débit, car certains fabricants l'utilisent pour exprimer la valeur de débit. Il s'agit de la section équivalente. La section équivalente, c'est un facteur que SMC n'a pas privilégié, mais que nous pouvons malgré tout utiliser grâce à notre logiciel Energy Saving Program pour déterminer une capacité de débit. Le logiciel a donc été utilisé pour permettre d'afficher les résultats que vous voyez ici. On s'aperçoit donc que multiplier la longueur par 2 d'un tube de 8 mm ici a une influence sur la conductance, la section équivalente et le débit dans un rapport de 30%. Donc doubler la longueur, c'est tout de suite 30% de moins de débit pour le composant, lié au fait que la section équivalente et la conductance sont liées par la relation S égale 5 multiplié par C.
Allez, un nouveau moment pour nous vous poser des questions. Que faut-il connaître pour déterminer la valeur du débit traversant un composant? Selon ce que l'on s'est dit, est-ce qu'il faut la conductance sonique, le rapport de pression critique et la delta P, ou la conductance sonique et le rapport de pression critique? Allez, encore une dizaine de secondes pour répondre à cette question avant de passer à la suivante. Voilà, vous êtes finalement arrivé à répondre à cette question-là. Je la ferme, je la partage. Eh bien, écoutez, vous êtes encore 80% à avoir choisi la bonne réponse. Il faut effectivement les trois paramètres que sont la conductance sonique, le rapport de pression critique et la delta P, suivant ce que l'on a expliqué précédemment. Je vous propose tout de suite la deuxième question dans le même chapitre pour vous demander quelle est l'influence de la delta P sur le débit. En fait, c'est clair, fait-elle ou ne fait-elle pas varier le débit, cette delta P? Et encore une dizaine de secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, merci. On ferme, on partage pour voir vos réponses. Bah, écoutez, très bien. Effectivement, comme on l'a vu, la delta P fait varier le débit. Donc, vous avez très, très majoritairement bien répondu à cette nouvelle question. Allez, de nouveau, la parole vous est donnée pour quelques nouvelles questions si vous en avez. J'imagine que oui. Eric? Voilà, oui. Alors une première question concernant les pertes de charge. Est-ce qu'il est utile de monter un surpresseur pour essayer d'annuler les pertes de charge, remonter la pression? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une solution. C'est une solution, évidemment, parce qu'effectivement, on va s'affranchir de ce fait-là de charges que l'on aura pu créer par un mauvais dimensionnement. Mais voilà, en fait, la meilleure solution, c'est encore de bien travailler ce que l'on vient de voir pour dimensionner correctement et du coup, ne pas avoir besoin de ce surpresseur. Mais effectivement, Mhm. sinon, le surpresseur peut être une solution. Pas la meilleure, mais c'est une C'est solution. la seule solution pour éviter de gaspiller de l'énergie. Mhm. Oui, absolument. Et une autre question concernant donc la composition de conductance quand on monte différents éléments en série, comme tu l'as montré dans le circuit, comment peut-on calculer les facteurs C et B correspondant à un empilage de différents composants? Alors, clairement, en utilisant l'outil logiciel dont j'ai déjà fait allusion, à savoir le logiciel Energy Saving Program, dans le module de calcul de débit, on a la possibilité pour chaque composant de rentrer les valeurs de C et de B issues de nos documentations. Et quand ça c'est fait, le logiciel se charge de calculer la conductance et le rapport de pression critique équivalent et d'en déduire du coup avec 0,1 mégapascal de delta P, idéalement, le débit correspondant. Donc on fait appel au logiciel que l'on peut vous proposer pour faire facilement ce genre de détermination. D'accord. Et puis une dernière question qui concerne le rapport de pression critique. Quel est son impact sur le choix d'un composant? C'est vrai qu'on parle beaucoup de conductance par rapport au débit. Le rapport de pression critique, il influence à quel niveau? Il est effectivement, il évolue dans des proportions plus faibles. On a quand même effectivement besoin d'avoir un rapport de pression critique relativement faible, donc une pression P2 relativement basse pour pouvoir s'assurer d'un bon niveau de débit. Hein, mais Hmm. effectivement,
la variation, elle est nettement plus faible pour le petit b que pour grand C. Et c'est vrai qu'en fait, entre deux composants qui auraient la même conductance, avec deux facteurs B différents, on voit que les courbes ne vont pas avoir la même forme, la partie arrondie n'aura pas la même forme. Oui. Et donc, le passage de débit sonique à subsonique ne se fait pas au même moment par Au même rapport moment, à, ouais, au par même rapport endroit. à la différence de pression entre l'amont et l'aval. Donc, c'est là où ils peuvent avoir des débits en litres minutes différents, alors que leur conductance est Leur identique. conductance est identique, ouais. Hmm. Absolument. Ok, Autre chose? c'est tout pour le moment. D'accord, écoutez, merci. On va terminer ce webinaire en évoquant la dernière notion qui parle effectivement de perte de charge, suivant le programme que l'on s'était fixé. On va effectivement évoquer l'incidence en fait des pertes de charge au niveau de la pression souhaitée pour les actionnaires. Cette perte de charge, elle est surtout fonction ici des longueurs de tube. L'exemple que l'on prend ici, c'est une pression de 0,6 mégapascal à l'entrée d'un tube diamètre 12 mm intérieur, donc une canalisation déjà relativement importante, de longueur 20 mètres, où l'on s'aperçoit, grâce au manomètre que l'on a mis à l'extrémité des 20 mètres, que la pression initiale de 0,6 mégapascal, elle n'est plus que de 0,35 mégapascal. Cette diminution de la pression, elle est liée en fait à la perte de charge générée par la longueur, surtout par la longueur du tube. Donc, on détermine la pression finale ici, encore une fois, par le logiciel Energy Saving Program. Il y a un module de calcul de perte de charge qui permet relativement facilement de rentrer les valeurs de diamètre, de longueur, de pression d'alimentation pour en déduire par le calcul la perte de charge à l'autre bout de la canalisation. La conséquence de cette diminution de pression sur l'actionneur, elle est claire. On a vu que F égale P multiplié par S, donc la force est directement proportionnelle à la pression. Si le vérin est prévu d'avoir un effort à 0,6 mégapascal et qu'en fait la perte de charge ne lui permet plus que d'avoir 0,35 mégapascal, eh bien c'est clairement un actionneur qui ne délivrera pas l'effort pour lequel on l'a dimensionné. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on fait le choix d'un verre. Voilà, un dernier résumé des notions importantes que nous avons vues dans ce chapitre. Grand C et petit b sont bien les coefficients pour définir la capacité de débit d'un composant. Le débit Q, quant à lui, dépend de C, de B, mais aussi de la différence entre P2 et P1, donc de la delta P. La conductance trop faible d'un des composants du circuit, on l'a vu, peut remettre en cause la capacité de débit de tout le circuit et donc affecter la cadence de la machine. Et enfin, la perte de charge dans un circuit conditionne la pression de fonctionnement des actionneurs. C'est ce que nous venons de voir. Voilà, on l'a déjà dit, une bonne partie des calculs repris dans ce webinaire ont été réalisés à l'aide de notre logiciel, Energy Saving Program. Ce logiciel, vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.smc-france.fr et le télécharger gratuitement pour pouvoir faire ou refaire les calculs que l'on vient d'évoquer. Allez, on arrive au terme de ce webinaire. On vous propose encore 2 questions qui concerne la perte de charge dans un premier temps. Est-ce que c'est pour vous une fuite d'air, une chute de pression ou un manque d'effort? Voilà, il vous reste une dizaine de secondes de réflexion. Plus que 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est tout, merci. Et on va partager ce que vous nous avez donné comme réponse
Oui, bien sûr, c'est une chute de pression. La chute de pression est bien un synonyme de perte de charge, hein. Le manque d'effort n'étant qu'une conséquence de la perte de charge, hein. Je vous propose la question finale, peut-être un petit peu récapitulative de ce webinaire. Quels seraient, selon vous, les indices de qualité d'une installation pneumatique? Faudrait-il des composants avec des facteurs de débit adaptés, de grandes longueurs de tubes pour alimenter des vérins, ou des actionneurs qui fonctionneraient à des pressions élevées? Voilà, merci. Vous avez répondu. Comme d'habitude, on voit ce que ça donne. Bah, écoutez, oui, vous êtes tout à fait en phase avec ce qu'il fallait dire, effectivement. L'indice de qualité d'une installation, c'est bien des composants avec des facteurs de débit adaptés. Adaptés, ça veut dire ni trop petit pour ne pas remettre en cause les performances, la cadence d'une production, mais aussi pas trop important parce que dans ce cas-là, c'est plutôt synonyme de surconsommation d'air et donc de coûts qui peuvent être importants sur une longue durée, hein. Donc, tout l'enjeu est de calculer et de déterminer des composants avec des facteurs de débit juste suffisants. Merci pour vos réponses. Allez, cette fois c'est juré, c'est bien la dernière question que l'on va vous poser. Seriez-vous intéressé par une présentation de notre logiciel ESP? Répondez franchement, oui ou non. Pour préciser, ESP, c'est Logiciel Pardon. Energy Saving Program Energy qu'on a Saving Program. utilisé Pardon, pour tous les calculs de ce webinaire. tu as raison, Eric. Trop de raccourcis finissent par mettre le doute. Allez, on regarde ce que vous avez répondu. C'est assez simple, hein. Eh ben, écoutez, sinon un plébiscite, en tous les cas, un gros intérêt que vous témoignez pour une prochaine présentation de notre logiciel Energy Saving Program. On vous le proposera probablement par le même canal, à savoir un webinaire. Donc, merci pour ça. On arrive effectivement maintenant au terme de cette présentation. C'est fini donc pour aujourd'hui. Ce webinaire, il sera suivi la semaine prochaine de celui consacré à la production d'air comprimé, donc le 2 juillet, avec 2 horaires comme pour celui-ci, 10 heures le matin ou 16 heures l'après-midi. Il appuie, comme celui que l'on vient de vous proposer, le module e-learning correspondant. Donc, il serait intéressant, je crois, pour vous d'avoir pris le temps de faire ce e-learning au préalable, de façon à pouvoir bien profiter de tous les contenus qu'on va vous ajouter à l'occasion du prochain webinaire live. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Pour aller plus loin, en espérant que vous vous sentez aujourd'hui plus aguerri sur ce sujet, vous allez recevoir par mail une synthèse écrite et la vidéo de l'enregistrement de cette présentation sera disponible sur notre site www.snc-france.fr. N'oubliez pas de consulter aussi le catalogue des formations présentielles. Elles permettent, en plus de bénéficier des contenus théoriques, de manipuler et de câbler les produits. Ces formations présentielles, vous pouvez vous documenter auprès de nos conseillers formation, Karine ou Grégory, ou à travers notre site internet, rubrique formation Sensei, demande d'information. Nous espérons donc vous accueillir bientôt pour d'autres webinaires et si cela vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à commenter ce webinaire aussi sur LinkedIn. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci Philippe, au revoir à tous. Merci Eric, à bientôt. À bientôt.